Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics dans lequel on va passer en revue quelques nouveautés qui sont sorties cette semaine en librairie. Et on va commencer par un titre que je n'ai pas acheté cette semaine, c'est It's Lonely at the Center of the Earth de Zoe Thorogood, sorti aux États-Unis fin 2022 chez Image Comics et qui paraît en France cette semaine chez iComics. Là, ce qu'on va feuilleter, c'est donc l'édition américaine, mais je dirai quelques mots à la fin de la vidéo de l'édition française. Pour commencer, Zoe Thorogood, c'est une toute jeune artiste britannique, elle est née en 1998, et on a pu la découvrir en France en 2022 avec son premier graphic novel, Dans les yeux de Billy Scott, chez Bubble Edition. Dans les yeux de Billy Scott, c'était l'histoire d'une jeune artiste, la Billy du titre, qui, au moment où elle décroche sa première exposition importante, apprend qu'elle est sur le point de devenir aveugle. En gros, il lui reste 2 semaines, et elle décide de passer ces 2 semaines sur la route pour peindre 10 portraits qui seront ses dernières œuvres. Ça, c'est pour le pitch. Et donc, on va suivre Billy dans ses errances, à la rencontre de quelques individus plus ou moins hauts en couleur qui vont marquer sa vie et qui vont l'inspirer. Et ça donne un bouquin qui est vraiment très chouette, qui fonctionne avant tout grâce à sa galerie de personnages et à leurs interactions. Ça reste, à mon avis, une œuvre de jeunesse. Le dessin est parfois un peu maladroit et un peu raide, mais c'est quand même une très chouette lecture. L'an dernier, iComics avait publié Rain, qui est un récit tiré d'une novella de Joe Hill, adapté par David Booher et dessiné par Zoe Thorogood. Et déjà là, on sentait un net progrès côté dessin. La forme restait assez classique, mais on sentait que la dessinatrice maîtrisait de mieux en mieux son sujet et son art. Je vais pas vous montrer cet album, vu que je ne l'ai pas acheté, tellement j'ai détesté la chute de cette histoire. Je sais même pas depuis quand j'ai pas lu une fin aussi naze que celle-là. Alors je finirai bien par le choper d'occasion un de ces jours, juste pour la beauté des planches de Zoe Thorogood, mais c'était hors de question que je mette 20 balles dans un scénar avec une fin à ce point pourrie. Mais bref, venons-en au titre qui nous intéresse aujourd'hui, It's Lonely at the Center of the Earth, que Zoe Thorogood a entièrement réalisé seule. Scénario, dessin, couleur quand il y en a, et lettrage. It's Lonely at the Center of the Earth, c'est un récit autobiographique dans lequel Zoe Thorogood raconte 6 mois de sa vie, en pleine pandémie, et elle nous parle avant tout de sa dépression et de ses pulsions suicidaires. Alors, partez pas, parce que je conçois tout à fait que c'est le genre de pitch qui peut faire fuir. Moi-même, c'est quand même pas le truc qui me fait le plus envie au monde, mais vraiment, c'est quand même très réducteur comme pitch. Même si, effectivement, sa dépression, ses difficultés à communiquer avec les autres, ses sautes d'humeur, ce sont des choses qui sont omniprésentes dans cette histoire. Après, ce qui compte avant tout, c'est la manière dont Zoe Thorogood met en scène tout ça. Et c'est là que ça devient vraiment, mais vraiment intéressant. It's Lonely at the Center of the Earth, c'est une succession de courtes scènes, elles font rarement plus de 2-3 pages, et des scènes qui racontent des moments de sa vie. Pas forcément des moments sombres d'ailleurs, même si les choses se passent rarement aussi bien qu'elle le pourrait. On a une progression chronologique avec la préparation de sa participation à une convention, et puis ensuite son voyage aux États-Unis. Mais on a sans arrêt des flashbacks, des apartés, des interruptions, et chaque petite séquence est traitée dans un registre différent et dans un style différent. Et c'est vraiment la première qualité de ce bouquin, c'est son inventivité permanente en matière de storytelling et de mise en scène. Et puis, Zoé, le personnage, elle est souvent seule, mais en réalité, elle est jamais seule, elle est confrontée en permanence à elle-même, à ses doutes et à ses erreurs passées, et ça se traduit par la présence dans le récit de plusieurs Zoé qui cohabitent
et qui coexistent. Et ça ajoute au côté foutraque et bordélique du récit, mais bordélique dans le bon sens du terme. Et ça fait aussi souvent basculer la tragédie du côté de la comédie. Parce que, It's Lonely at the Center of the Earth a beau parler de la dépression de son autrice, en fait, c'est quand même souvent une lecture très joyeuse. C'est une œuvre où Zoe Thorogood parvient à retranscrire sur le papier tout un tas d'émotions qui lui est difficile d'exprimer autrement. Et ça donne un comic book assez magnifique, qui est en permanence inventif visuellement, qui a ses moments de noirceur, mais qui a surtout énormément de moments de vie qui sont vraiment émouvants. Et clairement, c'est un bouquin dont je conseille absolument la lecture. Mais peut-être pas en français. Parce que, voilà, cette édition, chez Image Comics, elle est à $12,99, ce qui est clairement pas cher pour un trade paperback d'un peu plus de 200 pages. La version française, chez iComics, elle est à €27,95. Pour la même pagination et pour le même format. J'ai feuilleté rapidement en librairie et les seules différences notables que j'ai repérées, c'est qu'on a une couverture cartonnée, un dos vaguement arrondi et un signet en tissu. Pour €27,95 contre $12,99, le trade paperback en souple. Est-ce que iComics prendrait pas les lecteurs français pour des vaches à lait, pour rester poli? C'est pas la première fois que je me plains des prix pratiqués par iComics. C'est clairement un des éditeurs les plus chers du marché. Mais là, vraiment, faut arrêter. 28 €, c'est un prix que tu peux justifier pour le dernier Shaolin Cowboy de Geoff Darrow, dont je parlais la semaine dernière, chez Futuropolis. Grand format, très beau papier, très belle finition, 220 pages et quelques. 28 €, on est d'accord, c'est pas donné, mais au moins, au bout du compte, t'en as pour ton argent. Mais là, au format comics classique, 27,95 € et surtout plus du double du prix de la VO. Je suis désolé, mais non. Ou alors, il va falloir me démontrer par A plus B que c'est le seul prix possible pour un tel titre. De mon point de vue, il n'y a que deux explications. Soit iComics, ils sont convaincus que, quel que soit le prix de vente, ils pourront en vendre au mieux que quelques petites centaines, et donc 28 €, ça leur permet de limiter les dégâts financièrement. Je ne sais pas si Rain s'est bien vendu, eux ont les chiffres, pas moi, mais dans ce cas se pose la question de la viabilité d'une telle publication. C'est triste, mais si effectivement les comics indés en France ne s'adressent plus qu'à une poignée de lecteurs, dans ce cas autant arrêter les frais. Par contre, si c'est un calcul cynique de la part de iComics, parce que il me semble quand même que Zoe Thorogood, malgré sa jeunesse, bénéficie quand même d'une petite réputation, et en plus, iComics l'a fait venir à Angoulême et organise toute une série de signatures dans différentes librairies. Donc, si l'idée c'est juste de gratter un max de pognon aux lecteurs français, allez vous faire cuire le cul. Alors, vous êtes évidemment libre de faire ce que vous voulez avec votre argent, mais mon conseil c'est, lisez It's Lonely at the Center of the Earth, mais lisez-le en VO. Même si vous lisez peu l'anglais, si vous avez un niveau moyen, honnêtement, c'est pas le comic book le plus difficile à lire en anglais. Mais là, vraiment, mon conseil, c'est de prendre la VO. Et ça m'emmerde de dire ça parce que l'idée de cette chaîne depuis le départ, c'est de défendre les comics et c'est de les défendre en priorité dans leur édition française. Parce que j'ai aucune envie de voir les comics disparaître des librairies. Mais bon, s'il n'y a plus rien à défendre parce que le lectorat n'existe plus, ou si c'est défendre des éditeurs dont le seul but c'est de faire les poches des lecteurs, je suis désolé, mais ce sera sans moi. Par contre, si vous avez les moyens de mettre un peu plus de 20 € dans un album, je vous conseille bien plus volontiers de vous procurer le nouveau tome de Granville, Noël, de Brian Talbot. Déjà parce que là, pour 22 €, vous avez un bel album grand format qui met idéalement bien en valeur les planches de Brian Talbot. Et vu le sens du détail de l'artiste et la méticulosité avec laquelle il organise ses planches, le grand format, il n'est pas de trop. Noël, c'est le 4e et avant-dernier tome de Granville. J'avais parlé du premier tome au moment de sa sortie, et je ne sais pas trop comment je me suis débrouillé pour pas parler des suivants. Alors que c'est une excellente série que j'aime
Vraiment beaucoup. Première précision, 4e tome donc, mais chacun de ces tomes constitue un récit complet. Donc, c'est pas impossible de commencer par n'importe lequel d'entre eux. C'est pas impossible, mais c'est pas conseillé pour autant. Grosso modo, chacun des tomes se déroule un mois après le précédent, et il s'appuie en partie sur ce qui a précédé, que ce soit l'histoire globale ou l'évolution de ses principaux personnages. Alors, pour resituer rapidement le contexte, Granville, c'est une uchronie animalière. C'est une uchronie puisque l'action se situe 2 siècles après la victoire de Napoléon sur les Anglais. L'Angleterre a longtemps été une province française, et Paris, qu'on appelle désormais plus volontiers Granville, est la capitale de l'Europe. L'autre particularité, c'est que ces principaux personnages sont des animaux anthropomorphes. Le personnage principal, l'inspecteur Lebrock de Scotland Yard, c'est un blaireau. Et il en va de même pour une bonne partie du casting. Mais on trouve également quelques humains, ou plutôt, comme on les surnomme dans cet univers, des pâtes à pain. Et alors oui, le terme n'est pas flatteur, et en l'occurrence, il est même carrément raciste. Et c'est un des sujets au cœur de ce nouveau tome, la place des humains dans la société et le racisme dont ils sont victimes. C'est un des sujets, mais c'est loin d'être le seul. Il est aussi question ici de la menace que représente une secte nouvellement apparue à Granville. Il est question de la montée en puissance d'un parti politique qui en rappelle salement un autre. C'est aussi une enquête sur la disparition d'une jeune fille, une autre sur la disparition d'écrits religieux dont on ignore s'ils sont authentiques ou pas, et c'est une guerre des gangs qui fait des victimes et qui sème la terreur à Granville, entre autres. Bref, en une petite centaine de pages seulement, Brian Talbot signe un récit qui est extrêmement dense, qui brasse quantité de thèmes et aussi de genres différents. C'est à la fois un récit policier, une histoire politique et une histoire qui revient sur les origines de cet univers. Et c'est franchement jubilatoire. En fin de volume, comme dans les tomes précédents, on a les notes de Brian Talbot qui passent en revue tous les détails qu'il a glissés dans ses planches, certains qui sont évidents, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Et du coup, une fois qu'on a fini la lecture, on a le plaisir d'y retourner pour retrouver toutes les références que l'auteur y a glissées et qui nous avaient échappé. Bref, Granville, c'est à la fois intelligent et c'est extrêmement fun. Le rythme ralentit jamais et c'est d'une richesse assez inouïe. De mon point de vue, c'est une lecture indispensable. Ce 4e tome fait donc 120 pages, grand format. La traduction est signée Philippe Touboul et il est vendu 22 €. Passons chez Huggin et Munning qui, outre le 5e tome de Sin City et l'édition collector de 300, au format à l'italienne, sort également le 2e tome de Grimm de Stephanie Phillips et Flaviano. J'avais vraiment aimé le 1er tome, qui posait de manière très vivante son univers et son organisation pour, au final, renverser la table et tout remettre en question. J'avais consacré une vidéo dédiée dans laquelle je présentais les bases de cette série. Je vous invite à y jeter un œil. Là, pour cette suite, je vais rester forcément très vague pour rien spoiler. Ce 2e tome passe donc l'essentiel de son temps à gérer les conséquences du 1er tome et à préparer ce qui va suivre. Du coup, c'est un peu un tome de transition dans lequel il ne se passe pas énormément de choses. On s'ennuie pas vraiment, mais disons que c'est un peu un passage obligé pour donner de l'épaisseur aux événements en cours, aux personnages aussi. Mais de fait, on est quand même loin du rythme assez frénétique du 1er tome. Ça reste une série que je compte bien continuer. J'aime toujours le travail de Flaviano au dessin et aussi les couleurs de Rico Renzi qui donnent vraiment une ambiance très singulière à ce récit. Donc oui, même si ce tome n'est pas aussi enthousiasmant que le précédent, c'est pas une déception pour autant et j'espère que la suite paraîtra assez rapidement. La traduction, elle est signée Céline Graff. Le tome fait 128 pages et il est vendu 18 €. Et on va terminer par une sortie Panini, Iron Man, le retour du fantôme de David Michelinie,
Bob Layton, Jackson Guice et quelques autres. C'est donc un Epic Collection, et c'est la suite directe de Star Wars, le tome précédent qui était paru l'an dernier. On y trouve donc la suite de la série principale, avec les épisodes 233 à 244, parus en 1988-1989. Et puis on y trouve aussi quelques curiosités. À commencer par Iron Man Crash, un graphic novel qui date de 1988, écrit et dessiné par Mike Sands, et dont la particularité est d'avoir été entièrement réalisé sur ordinateur. Ce qui aujourd'hui n'a rien d'extraordinaire, mais il y a 35 ans, c'était une prouesse technique. Les limites techniques d'un tel projet n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, et du coup, faut pas trop s'étonner si on a droit à des dessins très pixelisés. Alors c'est pas un mauvais scan, c'est la meilleure résolution qu'on pouvait espérer à l'époque. Côté scénario, l'action se situe dans le futur. Le futur à l'époque, c'est les années 2000. Et on a un Tony Stark qui a 75 ans, mais qui a l'air toujours aussi jeune, grâce au médoc qui s'enfile et qui décide de rendre disponible à tous la technologie de son armure. Et ça va pas plaire à tout le monde. Et en particulier, le Shield a visiblement pas du tout envie que les Japonais mettent la main sur cette technologie. Là, on est vraiment dans les stéréotypes de l'époque, où le Japon était vu comme le principal concurrent économique des États-Unis, et où souvent, il s'était pas montré sous un jour très favorable dans les fictions de l'époque. Si vous connaissez par exemple le film Black Rain de Ridley Scott, avec Michael Douglas dans le rôle principal, qui est sorti à la même époque, et bien là, on est tout à fait dans cet esprit. Bon, tout ça est pas très intéressant, c'est pas très joli non plus. Disons en tout cas que ça a quand même pris un méchant coup de vieux, et ça a fait de cette histoire une lecture quand même tout à fait anecdotique. Alors tiens, si quand même, un truc rigolo pour cette réédition, c'est cette scène dans laquelle Tony Stark se trouve dans un spa, en charmante compagnie. Et dans le graphic novel d'origine, la demoiselle qu'on voyait ici, elle portait pas de bikini. Et là, Marvel lui a gentiment demandé d'aller se rhabiller. L'autre curiosité de ce volume, ce sont les épisodes dessinés par Ken Stacy, qui était à l'origine paru dans la revue Marvel Fanfare. On a 3 épisodes. Les 2 premiers sont écrits par Roger McKenzie et Iron Man y affronte le Docteur Octopus. Et le 3e est écrit et dessiné par Ken Stacy. Et Iron Man y fait face à Fatalis. Alors, graphiquement, ça donne quelque chose de vraiment très particulier. Ken Stacy, il a un dessin très caricatural, presque cartoonesque, très différent en tout cas des canons Marvel de l'époque. Même les couleurs sont très particulières. Et à mon avis, ça va pas plaire à tout le monde. Perso, je trouve ça assez intéressant. C'est clairement atypique, et c'est une autre approche en fait du récit de super-héros traditionnel. Par contre, côté scénario, là c'est plus banal, et ça apporte rien au personnage. Mais visuellement, encore une fois, c'est intéressant. Pour le reste, on a donc la suite des épisodes de Michelaini et Layton, accompagné cette fois de Jackson Guice, qui succède sur le poste de dessinateur à Mark Bright. Côté histoire, après le moment fort qu'a constitué la guerre des armures dans le précédent volume, là, les scénaristes ont quand même beaucoup de mal à embrayer, et ils enchaînent des récits qui sont assez médiocres et pas très inspirés. On a un épisode avec Ant-Man, on en a un autre avec Spider-Man face à l'homme radioactif. On a 2 épisodes assez ridicules avec la gargouille grise, etc.
Michelinie et Layton réutilisent aussi des vilains qui leur sont familiers, comme Boomerang, Whiplash, Blizzard, le fantôme qui fait son retour, mais tout ça s'enchaîne sans que aucun épisode se distingue vraiment. Même les 2 épisodes qui sont consacrés aux mandarins sont quand même très décevants. Et puis, du côté des intrigues secondaires qui se développent en arrière-plan, là encore, il n'y a pas grand-chose de passionnant. L'élément le plus important, c'est le personnage de Caitlin Dare, qui est une nana amoureuse de Tony Stark et qui se fait de plus en plus envahissante au fil des épisodes et qui va jouer un rôle important à la fin de ces épisodes. Là aussi, c'est vraiment un truc dans l'air du temps. Ça rappelle un film comme Liaison fatale, tiens, encore un film avec Michael Douglas, ou Un frisson dans la nuit de Clint Eastwood, qui lui est nettement plus ancien. Bref, dans l'ensemble, je trouve le travail de Michelinie et Layton sur Iron Man beaucoup plus intéressant au cours de leur premier passage sur la série que lors de leur retour. Tout l'arc de la guerre des armures dans l'Epic Collection précédent était vraiment très bon. Là, par contre, on n'a rien qui sort de l'ordinaire, ce qui fait que ce volume est vraiment à conseiller aux complétistes et aux fans inconditionnels d'Iron Man. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.